Aujourd'hui, je vais vous partager une association ufologique d'archivage qui s'intitule le Sceau. Le Sceau, d'abord, il faut mener une activité de sensibilisation, faire comprendre aux gens l'importance de conserver les archives d'ufologie, quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse qui finalement l'emportera. Dans tous les cas, ce sera utile. Quand tu dis un cas au premier degré ou au second degré, de toute façon, il y a une étude à faire. Donc, la conservation ne préjuge absolument pas de l'utilisation qui en sera faite, comme nous disons dans le prospectus de présentation du Sceau, que ces archives sauvegardées servent aux sciences physiques, aux sciences humaines ou aux deux, en tous les cas, elles seront utiles. Cette association a été créée suite au constat que lorsque des associations ou des ufologues arrêtaient de s'intéresser au phénomène, donc quand les associations soit se mettaient en sommeil, soit étaient dissoutes, ou quand les ufologues au niveau indépendant, individuel, cessaient de s'intéresser aux ovnis ou décédaient, généralement leurs archives disparaissaient avec eux. Une des missions les plus importantes qu'on puisse avoir à l'heure actuelle concernant les archives OVNI, c'est de les conserver, de les préserver pour qu'elles soient disponibles pour les chercheurs qui nous succéderont. C'est une association que je considère d'intérêt général. C'est une bonne idée de sauvegarder la mémoire ufologique, surtout en ce qui concerne l'activité des ufologues des associations. C'est une association sympathique avec des gens extrêmement motivés, au moins un noyau que j'admire, vraiment motivé, qui se donne beaucoup. Moi je suis vraiment impressionné. En même temps c'est assez simple, oui c'est sympa aussi, il y a une bonne ambiance. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que ces gens qui sont visiblement d'horizons intellectuels divers arrivent à s'entendre et à travailler sur un objectif commun. Donc un point important que le Sceau tient à marquer, c'est sa neutralité totale à l'égard des hypothèses ufologiques. Chaque membre du Sceau a évidemment ses idées à lui, mais dans le cadre du Sceau, il ne doit rien en laisser paraître, le Sceau est neutre. Puisque sur quoi croient les gens, je ne vois pas en quoi ça doit influer sur le travail qui lui est très très bien encadré, qui consiste en l'inventaire et le tri d'archives qui ont un rapport direct avec le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire l'ufologie. Un document écrit par exemple par un sceptique, un autre article écrit par un tenant de l'hypothèse extraterrestre, ce sont deux documents qui ont exactement la même valeur ufologique en tant que document à sauvegarder, en tant qu'archive, puisque l'ufologie française, enfin l'ufologie en général, est une activité qui passe bien au-dessus de ce en quoi croient les gens. Donc là-dessus, je suis très clair. Pour moi, c'est indispensable que les gens qui ne pensent pas de la même façon se retrouvent au sein de l'association pour confronter simplement leur force de travail et leur désir de voir les choses avancer. Mais ça n'a pas à être influencé par des prises de position personnelles. Voilà. Parce que notre but est de recueillir les archives de tous les ufologues, quelle que soit leur tendance. Que ce soit un sceptique rabique ou quelqu'un qui croit aux contactés, qui croit aux enlèvements, on s'en fiche. Toutes ces archives peuvent avoir une utilité. Bon, on est là, personne n'a la science infuse et la réalité du phénomène infuse, donc chacun peut émettre son hypothèse et a priori toutes les hypothèses sont bonnes. Maintenant, oui, tous les courants sont bons malgré tout. On ne peut pas dénier tous les autres courants d'idées, et donc je pense que l'ouverture du Sceau est une très 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 bonne approche à ce niveau-là. Mais ils ont tous en commun la même passion, c'est-à-dire trier des archives. Et c'est ce qu'ils font, ils le font bien. Ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu, ça marche très bien. Donc on peut avoir des états d'esprit différents et se réunir tous ensemble pour un but commun, c'est-à-dire trier des archives. L'idée a germé que peu à peu, vu que la première génération d'ufologues commençait à nous quitter,
des archives risquaient de disparaître. Il faut que les héritiers aient la volonté de le donner au sceau. On a d'ailleurs eu des problèmes. D'abord, il y a les héritiers pour qui s'occuper d'OVNI, c'était une folie de leur père ou grand-père. Hein. Il y a même des héritiers pour qui c'était diabolique. Il y a eu un cas d'héritier qui a brûlé les archives ufologiques de leurs parents dès son décès. C'était pour une activité diabolique. Donc on peut avoir des problèmes avec les héritiers. Mieux vaut que les gens en donnent leur vivant. Que ça, il faut leur expliquer. C'est pas toujours évident. Alors pourquoi as-tu adhéré au sceau? Depuis 1959, j'ai une bibliothèque assez conséquente sur le phénomène OVNI, et puis même sur la recherche de la vie extraterrestre intelligente. Sinon on pourrait rester sur le thème des bactéries ou des choses comme ça, ou des amibes. Là je trouve pas que ça a beaucoup d'intérêt, donc recherche de vie intelligente, donc j'ai une conséquence de bibliothèque assez importante, hein. Donc j'ai jugé que mon âge avançant, après ça pourrait partir dans la nature, à gauche à droite, enfin la nature, ce que j'appelle, c'est plutôt la poubelle. Donc pour éviter ça, et ayant connaissance de l'existence du sceau, j'ai pensé qu'il était préférable de me tourner vers eux, cet organisme-là, qui est très intéressant et très important justement, pour pouvoir avoir une forme de mémoire de l'ufologie à travers toutes les personnes qui ont effectivement des bibliothèques chez eux. Voilà le but de mon intérêt pour le sceau. Puis une fois qu'on a convaincu les gens, il faut faire signer le contrat. Alors le contrat est très souple, hein. Ils cèdent au moment qui leur convient, en tout ou en partie, une partie maintenant, une partie plus tard. Genre, les gens ne prennent pas le temps d'inventorier eux-mêmes, le cerveau peut-être mieux parce qu'ils ne sont peut-être pas experts en archivistique, parce qu'il y a des méthodes bien précises pour inventorier de façon conforme aux usages de la profession. J'ai dit, bon, moi j'ai quelques archives, des coupures de presse, des livres, etc. Si à la fin de mon existence ça vous intéresse, ben, je vous les donnerai, parce que comme j'avais pas de descendance, j'avais pas de... Mon frère ça n'intéressait pas, au niveau de ma famille ça les intéressait pas, je l'aurais donné au sceau. À cette époque-là, j'avais quoi, un ou deux étagères d'archives, hein, à peu près, hein, ça portait là-dessus. Puis je pensais que bon, je voulais pas vraiment me remettre là-dedans. Et puis alors, Gilles Durand m'a recontacté en me disant, bon bah d'accord, c'est intéressant, mais ce qui serait bien, c'est que vous repreniez un travail de Jean-Yves Le Floch, qui était ufologue dans Lyon. Il faudrait le rechercher, savoir ce qu'il est devenu, et puis reprendre un peu son travail qu'il faisait justement sur l'ufologie dans Lyon. Puis ça y est, il m'a mis le pied à l'étrier. Et puis l'ufologie dans Lyon, bah, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire 2 tonnes et demie d'archives de bouquins, des classeurs qui montent jusqu'au plafond, enfin il y a des archives partout dans la maison. Donc, une fois les archives recueillies, il faut les inventorier, et ça c'est un sacré boulot, parce que certaines personnes nous les donnent dans un cas de désordre total, n'est-ce pas? Ça signifie qu'on a un carton d'archives, tu as une enquête, un courrier vieux de 20 ans, un courrier de l'année dernière, une photocopie d'il y a 10 ans, une photocopie d'article de presse d'il y a 20 ans, une autre de presse d'il y a 1 an. C'est un courrier entrant, un courrier sortant, une carte d'enquêteur. Certains nous livrent des articles dans un désordre absolument total. À l'instant, tu avais un livre qui était collé. Oui. Au sein du sceau. Il vous arrive d'avoir des livres en très mauvais état, oui, et que faites-vous? Il y en a qui sont irrécupérables, hein. Ça c'est clair. Il y en a qu'on ne peut pas récupérer. Là celui-là, il est collé. Voilà, il y a déjà une page que j'ai décollée et il y a une photo qui a été abîmée. Donc je pense que ce livre, malgré l'apparence qu'il a d'être totalement neuf, il est irrécupérable. Alors ça peut être qu'il a été conservé dans de mauvaises conditions, c'est généralement le cas, ou qu'il a été lu, relu et relu et relu. Il y en a qui ne tiennent pas le coup. Pour certains, il faudrait carrément retirer la couverture, remettre les pages dans un étau, hein, les remettre bien en place, dans un étau, gratter le dos pour enlever la vieille colle,
mettre de la colle, mettre un voile textile spécial pour restauration de livres, remettre de la colle et remettre le dos collé pour remettre la couverture. On prend l'ufologie au sens large, parce que notre principe étant qu'on ne sait pas ce que sont exactement les ovnis, donc on ne sait pas ce qui intéressera exactement les chercheurs d'avenir, donc on sort de maximum, mais en le classant dans des rubriques bien précises. Donc les coupures de presse sont donc également une très importante rubrique. Hein. Alors, quand le fond est important, on crée des sous-rubriques, coupures venant de quotidien, coupures venant de périodiques, coupures venant de revues spécialisées, hein. Parce qu'il faut bien savoir que dans les centres d'archives nationaux ou départementaux, ils ne prennent pas les livres, par exemple. Les livres, dans les fonds du recueillon, il y a des livres ufologiques aussi. Ils ne prennent pas les livres parce que les livres, ça va dans des bibliothèques, pas dans les archives. Il y a des gens, et je tiens à le préciser clairement, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas toujours bien la différence. Pour la sauvegarde des livres, il y a la Bibliothèque nationale, et la sauvegarde des archives, ce sont des documents qui ne sont pas des livres. Par exemple, les revues, ils prennent aux archives, mais pas les livres. Hein. C'est là que se fait la coupure. Donc, dans l'époque, on fait aux archives également des collections de livres, sont de revues ufologiques, et les livres donc vont dans des bibliothèques qu'a créé ESSO. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a trois gros pôles en archives. Il y a les livres, les revues et les archives pures. Les livres, tout le monde sait ce que c'est, les revues aussi. Après, les archives pures, c'est tout le reste. C'est les travaux personnels, c'est les compilations, les catalogues, etc., les courriers, pour un trésorier, c'est ses livres de compte, etc. Voilà. C'est ça, les archives pures. Donc, ces bases de données, actuellement, la base de données revue contient à peu près 8000 entrées. Alors, c'est pas 8000 revues, c'est 8000 entrées. Des fois, il y a 5, 6, 10 ou 20 ou 30 exemplaires d'une même revue. Enfin, j'exagère, hein. On n'a pas 30 exemplaires d'une même revue, mais on a des revues dont on a en 10 exemplaires. Hein, c'est clair. Ça. Alors, j'ai adhéré au SSO pour deux raisons principales. La première, c'est que je suis étant amateur d'archives ufologiques depuis plusieurs décennies. J'ai été très très agréablement surpris d'apprendre qu'une association s'occupait de sauvegarder les archives, parce que je pars un petit peu du principe que ces archives ne sont pas éternelles, et avant même les archives, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas éternels. Donc à partir de là, l'idée est très intéressante de sauvegarder les archives des ufologues qui cessent par exemple leur activité pour des raisons, pour plein de raisons différentes. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que j'apprécie particulièrement l'ambiance qui règne au SSO parmi ses membres. Plusieurs de ses membres sont des amis, et donc ça contribue à la bonne tenue du travail au sein de l'association. L'amitié donc. Je pense déjà que ce sont des personnes, une équipe bien sympathique. C'est toujours bien agréable de passer du temps avec eux. On rigole bien, ça c'est toujours des moments sympas. Là on a passé 2 jours quand même, c'est pas rien. On a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble. Et puis c'est toujours l'occasion d'apprendre des choses. Donc ce sont des gens qui travaillent ensemble, parce que leur but commun, c'est de sauver les archives. Ah oui. Et ça permet d'unir entre eux des gens qui ont des opinions très différentes sur les ovnis. Donc, alors, certaines personnes doutent que tout soit bien déposé. À cela, je leur dis, allez voir. Il suffit d'aller voir. L'un des 3 dépôts qui existe actuellement, celui donc, aux archives départementales de la Moselle à Metz, aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine et aux archives départementales de Marseille. Allez-y voir, demandez le dépôt du sceau, et vous avez accès. Mais dès que l'inventaire est terminé, c'est déposé en archives publiques, c'est-à-dire archives nationales ou archives départementales. Et le principe des archives publiques, le nom indique bien, c'est accessible au public. C'est-à-dire que, sauf restrictions particulières, j'ai évoqué tout à l'heure les dossiers médicaux où le délai de 150 ans, rapport gendarmerie délai de 30 ans, il y a divers délais qui sont légaux et qu'on ne peut pas réduire notre propre initiative. Quand j'ai contacté le SSO et que j'ai adhéré au SSO, j'ai décidé de faire des archives.
sous toutes les formes, sous forme papier, parce que c'était sur ces supports-là que ça reste le plus longtemps, et des archives vidéo et des archives audio. Voilà, c'était mes 3 orientations de type d'archives. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les mémoires de l'ufologie sous forme d'archives vidéo. Et sans le savoir, j'ai fait des archives vidéo qui aujourd'hui, qu'on pourrait appeler aujourd'hui mémoire de l'ufologie. La première fois que j'ai rencontré les membres du SAU, c'était sous la Tour Eiffel, le 5 juillet 2008, au cours du pique-nique ufologique qui avait été organisé par Gislain Sanchez de la Centrale ufologique. Par la suite, je les ai revus au cours de repas, de conférences ufologiques en France. Et comme au sein d'ODH TV, j'interviewe de nombreux ufologues et témoins, je leur ai proposé de poursuivre donc les mémoires de l'ufologie en France et aussi en Europe. Quant aux mémoires de l'ufologie, ce que j'en pense, eh bien, c'est qu'il faut poursuivre. Il faut poursuivre cette idée parce que c'est quelque chose de très important pour le futur, pour les générations qui vont venir. Et puis, comme j'ai pas mal de bouquins, là vous voyez juste une partie de ma bibliothèque, là il y en a très peu comparé dans la pièce d'à côté, je me suis dit, et puis avec toutes les archives que j'ai concernant mes enquêtes, les tournages terrain au sein d'ODH TV, les interviews, les visites sur des lieux où il y a eu des rencontres rapprochées du premier type, deuxième type ou troisième type, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir un jour, dans 20, 30, 40 ans, à des ufologues du futur pour étudier donc l'histoire de l'ufologie pour qu'ils continuent à perdurer la mémoire de l'ufologie française. Et comme nous ne sommes pas éternels, je me suis dit ce serait bien que je signe un contrat qui stipule qu'à ma mort, toutes mes archives seront données au SAU. Une de mes activités au SAU, c'est également de tenir à jour plusieurs bases de données. Bon, ça travaille de secrétaire, hein, c'est sûr. Une base de données consacrée aux associations ufologiques françaises, c'est-à-dire un répertoire hein, de ces associations. Aujourd'hui, je pourrais allumer mon ordi, enfin là il s'est mis en veille, et je pourrais vous dire qu'on a collecté à peu près plus de 900 associations ayant existé en France, ou existant encore, ou se créant prochainement d'ailleurs, hein, il y en a qui vont pas tarder à se créer, donc on les a déjà, grâce à Gilles, déjà répertoriés. Il faut savoir que contrairement à ce qu'il a toujours été dit, écrit même, ce n'est pas Ouranos qui a été la première association française en 1951, mais une association dont le nom, peut-être n'a-t-elle jamais eu de nom d'ailleurs, c'est une association qui s'est créée en 1949 à Grenoble, qui était le fait de techniciens de l'aéronautique. Moi je comprends pas les gens éventuels qui critiquent le SAU en disant qu'ils ne sont pas clairs dans les objectifs, puisque ils ont un objectif qui est tout à fait légitime, c'est de sauvegarder les archives, l'histoire de l'ufologie. Je pense que le SAU, dans le futur, il y a des choses qui vont se moderniser. Peut-être que du papier, on va passer à des choses plus numériques. Enfin bon, que ce soit papier ou numérique, ça continue. Il faudra continuer justement à conserver cette mémoire. Hein. Donc pour le SAU, j'y vois un avenir présent et florissant. J'en profite pour lancer un petit appel à tous ceux qui voudraient aider le SAU. On n'a que toutes les bonnes volontés pour toutes sortes de tâches parce qu'on est vraiment débordé, si bien qu'on ne peut pas déposer aussi vite qu'on le voudrait, que les archives ne sont donc pas mises à disposition de toute la communauté ufologique aussi vite qu'on le voudrait.